Bonsoir à tous les internautes et bonsoir à vous, monsieur Blondion. Bonsoir Florian. Cette fois-ci, pour les entretiens de Noël ou dans la foulée, nous allons traiter donc du thème des impôts en général et en particulier des impôts sur les successions. Alors après, ça concerne tout un tas de sujets sociaux, économiques, liés aux familles, à l'État. Et du coup, je vous lance sur le sujet en évoquant le fait que la thématique Gilets jaunes a sans doute relancé un peu le thème, quoi. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Oui, effectivement, les gilets jaunes représentent pour l'essentiel la partie inférieure de la classe moyenne. Et ce sont les gens qui sont ni assez pauvres pour bénéficier des aides de l'État, Ni assez riche ni assez riches pour échapper pour pouvoir échapper à toutes les taxes ou autres. Donc ce sont des gens qui sont un petit peu coincés et qui se rendent compte que dans de nombreux domaines, ce sont eux les lampistes, ce sont eux qui payent plus que tous les autres. Alors effectivement, une ancienne qui revient en permanence, c'est au moment du décès d'un parent, c'est la question des droits de succession. Où vous vous rendez compte que pour peu que votre maison ait pris un peu de valeur, parce que bon, on connaît le cas de l'île de Ré, que vos parents étaient des paysans sur l'île de Ré, et puis que votre maison, parce que vous avez des vacanciers un petit peu argentés ou quelques spéculations financières qui fait monter le prix de votre maison, vous vous retrouvez avec une ferme qui vaut une fortune, et vous êtes obligé de la vendre pour payer les droits de succession, et ainsi perdre tout l'héritage familial, si vous n'avez pas l'argent pour ce faire. Donc à partir de ce moment-là, la question des droits de succession pose un véritable problème, qui est celui de la spoliation des patrimoines. C'est-à-dire que la fiscalité est tellement asphyxiante que le patrimoine ne peut plus se transmettre convenablement, quoi. Et le patrimoine ne peut plus se transmettre. Voilà. Alors, pourquoi transmettre un patrimoine? Alors voilà, ça rejoint la rhétorique ou la doctrine nationaliste, c'est-à-dire que de même qu'une civilisation est une succession de générations ancrées dans une tradition, eh bien, on transmet d'une génération à une autre un savoir, mais aussi un patrimoine intellectuel, mais aussi un patrimoine matériel, immobilier. On a envie de travailler pour ses enfants. Et on a envie de travailler pour ses enfants. On travaille pour soi, mais on est heureux de pouvoir aider ses enfants, à la limite de leur mettre le pied à l'étrier et de leur laisser quelque chose. Enfin, la sueur de sa vie, on a envie qu'il en reste quelque chose pour ses enfants. C'est quelque chose de tout à fait naturel. Ensuite, d'un point de vue purement économique, donc totalement détaché des intérêts personnels, du point de vue de la société, il est extrêmement important de permettre l'accumulation des patrimoines, la transmission des patrimoines. Parce qu'une société dans laquelle les gens ne peuvent pas accumuler de capital, ne peuvent pas investir, ne peuvent pas développer des activités économiques, des activités industrielles. Et là, il est extrêmement important de pouvoir permettre cette transmission de patrimoine d'une génération à une autre, indépendamment même du côté affectif. Alors, il se passe aussi une chose, c'est que peut-être que dans le système où nous sommes aujourd'hui, transmettre un patrimoine est extrêmement dangereux. En ce sens que si vous avez quelque chose à défendre qui vient de vos parents, eh bien, vous allez vous battre. Vous allez refuser d'être spolié. Vous allez devenir quelqu'un qui va refuser le nivellement mondialiste, la spoliation par le système financier mondialiste. Je me souviens toujours d'avoir entendu à la télévision, j'étais encore très jeune, le fameux Jean-Jacques Servan-Schreiber, qui avait participé à la création de l'Express avec Françoise Gurdjieff, Françoise Giroud, dans lequel il disait: il faut qu'en 3 générations, un patrimoine soit liquidé. Mais pourquoi une telle rage? Pourquoi liquider un patrimoine? Parce que, je le répète, liquider un patrimoine, c'est tout simplement vouloir couper les gens de ses racines, vouloir détruire les liens entre les générations et vouloir déraciner les gens, en faire des citoyens de nulle part. C'est d'ailleurs sûrement ce que veut le système. Ça, c'est la vision idéologique. Mais d'un autre côté, on va vous dire que c'est un moyen de faire rentrer des revenus pour l'État.
Oui, mais en mettant le peuple à genoux. En mettant le peuple à genoux, mais vous savez, les doctrinaires n'en sont pas là. Mais il faut voir que rapportent les impôts sur les successions. Que rapportent les impôts sur les successions? Au maximum, 5 à 6% en France, proche de la France, de l'ensemble des impôts qui rentrent dans les caisses de l'État. Donc c'est même pas là-dessus qu'ils vont se refaire une santé. Voilà. Et un pays comme la Suisse, c'est 1,5%. Donc autrement dit, c'est tout à fait marginal, et ce n'est pas avec ça qu'on va redresser les finances de l'État. Sachant que si on voulait faire des économies dans l'État, il faut déjà mettre fin à la situation d'emprunteur permanent des États qui fait qu'aujourd'hui, le deuxième poste budgétaire de leur État républicain, c'est le service de la dette, plus de 60 milliards par an. Milliards d'euros, évidemment. Donc voilà, c'est quelque chose d'économiquement non rentable et quelque chose qui est moralement non justifiable. Après, ça va avec l'ISF, l'impôt sur la fortune. Alors, ça va avec l'ISF. Alors l'ISF, on nous dit que l'ISF a été supprimé. Entendons-nous bien. L'ISF a été transformé. C'est-à-dire que l'ISF auparavant touchait les biens immobiliers et les biens mobiliers, les biens financiers et autres, sauf les tableaux. Pour une raison historique, c'est que celui qui a mis en place l'impôt sur la fortune, qui s'appelait M. Laurent Fabius, avait ses parents qui travaillaient dans le commerce de l'art et des tableaux, et évidemment, ils ne sont pas entrés dans l'assiette de l'impôt sur la fortune. Et donc, le sieur Macron, lui, a voulu transformer l'ISF. Comme toujours, on a dit, on va le supprimer, mais en même temps, puisque c'est son parler, on va faire autre chose avec. Et alors, on a sorti de l'ISF tous les biens mobiliers, donc les actions, les valeurs financières, mais on a maintenu un impôt sur le patrimoine. Alors, l'idée, c'est tout simplement que l'impôt sur le patrimoine, ça ne rapporte rien, ça ne produit pas, c'est un bien mort. Puis il y a les gilets jaunes un peu gauchistes des villes qui vont dire qu'il faut s'attaquer aux riches, alors que finalement, ça s'attaque à des Français. Voilà, il faut faire payer les riches, on connaît Oui, la logomachie. Mais la seule chose, c'est qu'un impôt sur le patrimoine, si les gens n'arrivent pas à transmettre leur patrimoine, le patrimoine sera vendu. Et il sera vendu à qui? Ou bien à l'État, ou bien à des étrangers. Donc c'est la dépossession des Français qui est en cours. Maintenant, dire qu'effectivement, il faut faire payer les riches, il faut prendre le bien des riches. Vous n'allez pas me dire que quelqu'un qui hérite d'une maison à la campagne ou d'une maison de ville qui a pris de la valeur, parce que tout simplement l'immobilier aujourd'hui n'a cessé d'augmenter par inflation des actifs. C'est l'inflation des actifs. C'est pas, on n'a plus d'inflation monétaire, ou quasiment pas sur l'achat des fruits et légumes, encore que. Mais l'inflation s'est traduite dans l'inflation des biens immobiliers, des actifs. Eh bien, cette personne, si elle a un pavillon ou quelque chose dans une banlieue qui a pris de la valeur, ou comme je parlais tout à l'heure des gens des fermes de l'île de Ré, c'est pas quelqu'un qui est plus riche pour autant, qui est plus riche que... Au contraire, quand vous avez un bien immobilier, il faut en assurer l'entretien. Refaire une toiture aujourd'hui, ça coûte très cher. Il faut en avoir les moyens. Maintenir un parc. Maintenir un parc, il faut aussi pouvoir le faire. Les arbres, ça... Lorsque vous avez un châtelain, vous me direz les châtelains, les hobereaux, évidemment. Mais lorsque vous avez un châtelain qui a hérité du château de ses ancêtres, eh bien, lorsqu'il a la toiture à refaire, c'est 300 à 400 000 euros minimum, si ce n'est pas 3 millions d'euros pour refaire une grande toiture. J'en ai connu, pour arriver à refaire leur toiture, ils ont été obligés de vendre d'autres biens pour conserver le château familial. Et peut-être qu'à la génération d'après, si on ne change pas cette législation criminelle, ils seront obligés de vendre le château, qui sera vraisemblablement racheté ou par des Chinois, ou par des Saoudiens ou autres qui, eux, sont défiscalisés. Car il faut dire une chose, mais là c'est une incidente, mais c'est très important, c'est que grâce ou à cause de Sarkozy, du sieur Sarkozy, M. Bling, puisqu'il était toujours avec ses... puisqu'on a raté... Bling, oui. Et Bling, ça fait mieux. Ça fait plus français. Ça fait plus français.
à défiscaliser les avoirs et les biens des Séoudiens et Les Qataris. et des Qataris. Ouais, c'est ça. Bon, voilà. Le français paye, mais l'étranger est exonéré. Mais bon, leur république apatride, c'est pas surprenant. Oui, c'est ça. Les Français sont désavantagés chez eux. Oui. En plus, Français nationaux. Oui, les Français nationaux. Et donc, eh bien, à ce moment-là, vous perdez complètement vos biens et votre patrimoine. Et il n'y a aucune raison. D'autant plus que on nous dit l'égalité, oui, celui-là, un héritier, il a touché ceci, il a touché cela et autres. Mais s'il fait fructifier le bien et qu'il en fait profiter à l'ensemble de l'économie nationale, qu'il développe une activité, même si c'est une activité industrielle, eh bien ça profite à tout le monde. Il injecte de l'économie. Il injecte de l'argent dans le circuit. Voilà. Et il arrive aussi que, comme on dit, la première génération accumule, la deuxième développe, et puis la troisième ruine. Et bien souvent, vous avez des héritiers qui héritent de fortunes énormes et qui sont incapables de les maintenir et qui se trouvent ruinés. Donc, avoir un héritage important, ce n'est pas nécessairement Oui, il faut encore savoir bénéfice. Il faut encore savoir l'entretenir, le faire fructifier, ou au moins le maintenir en l'état où il est. Et avec ces impôts, c'est pas toujours évident. Et c'est pas toujours évident. Et vous avez l'entretien, vous avez un tas de choses à faire. Donc, c'est extrêmement vouloir jalouser, c'est un très mauvais calcul. Bah là, moi, ça me parle tout à fait, puisque récemment, j'ai perdu mes grands-parents limousins. Et des quelques petites possessions qu'ils ont pu avoir, parce que même s'ils avaient commencé ouvriers, ils ont pu s'enrichir quand même dans les meubles, d'ailleurs, les bénisteries. Eh bien, maintenant, les quelques petites possessions doivent toutes partir pour qu'on maintienne au moins le petit domaine limousin. Eh bien, voilà. Et même là, comme les droits de succession n'ont pas été préparés 10 ans à l'avance, l'État saute dessus, et c'est affolant de voir à quel point 3/4 des recettes peuvent disparaître. Bien sûr. Et ensuite, il faut maintenir aussi ce domaine. Enfin, c'est très incertain. Voilà. C'est très incertain. Très incertain. Alors, justement, la question qui se pose, l'État a-t-il un droit à intervenir sur les biens des gens? Alors, si nous sommes dans un système totalitaire, un système, disons, comment on pourrait dire, un système de satrape, orientale ou autre, où finalement les biens de la population, du peuple, appartiennent au prince lui-même. Alors effectivement, il peut tout se permettre, il peut spolier tout le monde, il peut prendre les biens de tout le monde. Dans un État traditionnellement chrétien, la société repose sur le principe de subsidiarité. C'est-à-dire le principe de subsidiarité, c'est-à-dire qu'à l'origine, il y a la personne qui vit en famille. À partir de là, il y a l'agglomération en groupe de métiers, en ville, en commune, et chaque strate ayant ses propres responsabilités et intérêts. Et au sommet, vous avez l'État qui s'occupe d'assurer l'ordre, la sécurité, et qui supplée aux déficiences du privé. C'est ça. Autrement dit, aujourd'hui, contrairement aux libéraux, l'État doit intervenir dans l'économie, dans la mesure où l'économie est aux mains de personnes privées qui finalement imposent leurs lois au détriment de l'intérêt commun et du bien commun. Et du bien commun. Bon. Mais, dans un État chrétien, l'État n'a aucun droit à intervenir dans les biens propres des personnes. Les personnes doivent les administrer elles-mêmes. Donc, à partir du moment où l'État intervient dans les biens des personnes, nous ne sommes plus dans une société chrétienne, nous sommes dans une société de spoliation, nous sommes dans une société qui entre dans la spirale du totalitarisme. Ce qui est tout à fait le cas de la société actuelle, qui n'est plus une société chrétienne, qui est une société reconstruite selon des bases totalement artificielles, c'est-à-dire une agrégation de personnes face à un État sans reconnaissance de corps intermédiaires. Et ce qui fait que l'on justifie que l'État peut prendre les biens des gens en fonction de son intérêt. Alors se pose ensuite une autre question. L'État, pour vivre, a nécessairement besoin de revenus. Mais de quelle manière doit-il les prendre? Évidemment, on va vous dire, par l'impôt. Alors, ça n'a pas toujours été vrai. Dans l'Antiquité, les États, notamment Rome, et même au Moyen-Âge, les États
se finançait sur les revenus du domaine propre des chefs, des féodaux, donc des princes, ou alors par les conquêtes. Rome a pendant très longtemps financé les dépenses de l'État par les conquêtes. Alors vous me direz, aujourd'hui on ne va pas conquérir le monde. Donc quand une société se stabilise, nécessairement l'impôt apparaît. Mais seulement, lorsque vous instituez un impôt, sauf dans les sociétés qui ne sont pas chrétiennes, où on ne reconnaît pas le droit de la personne, eh bien, il y a le consentement à l'impôt. Après, on reconnaît le droit de la personne dans un ensemble. Voilà. Mais évidemment, plus large et supérieur. La partie est supérieure à l'ensemble des parties, c'est le principe. Mais tout, seulement, l'impôt, qu'est-ce que c'est? Foncièrement, c'est une violence faite aux personnes. Puisque finalement, on vous prend votre argent, on vous prend vos biens par la force. Vous n'avez pas travaillé pour votre famille, pour vous-même et pour votre famille, vous avez travaillé les 3/4 du temps. Par contre, en contrepartie, effectivement, si vous payez un impôt, vous devez avoir, en contrepartie, un service rendu par celui qui vous prélève une certaine somme pour cette raison. Alors effectivement, l'État, vous pouvez payer pour l'ordre, pour la sécurité, pour la défense nationale, pour l'entretien de la voirie, pour différents... Enfin, disons, un bien commun à tous réinjecté, qui est réinjecté dans l'économie. Autrement dit, l'impôt permet de financer un service public. C'est ça. Mais seulement, il y a qu'il soit efficace, juste. Oui, mais il faut le consentement à l'impôt. Pourquoi avez-vous eu les premières assemblées créées en Europe? Les premières assemblées ont été créées tout simplement pour obtenir des sujets du roi ou du prince le consentement à l'impôt. Alors évidemment, à l'origine, c'était des nobles. Lorsque Philippe le Bel a voulu créer des impôts pour financer l'État, bon, il a eu recours à deux choses. La première, c'était de rogner la monnaie, c'était l'inflation, donc il a rogné l'or, il a diminué la valeur de la monnaie, de la livre. Et ensuite, eh bien, tout simplement, il a créé les États généraux pour obtenir le consentement à l'impôt. En Angleterre, un siècle avant, vous aviez eu la fameuse Grande Charte de Jean Santerre, qui, lui, ayant du mal à imposer son autorité sur les féodaux après la mort de Richard Cœur de Lion, de Richard Ier, avait été obligé de réunir les féodaux et de leur accorder une charte dans laquelle, par cette grande charte de 1215, il était obligé d'obtenir leur consentement à l'impôt. Et toute l'histoire s'est passée comme ça. Pourquoi en 1789 avons-nous eu la réunion des États généraux? Parce que la seule assemblée qui pouvait transformer le système fiscal, la seule assemblée qui pouvait augmenter les impôts, enfin transformer, donner à l'État ses moyens financiers, c'était la réunion des États généraux, autrement dit, la réunion des corps constitués, des corps intermédiaires de la France, de la société française, pour pouvoir permettre au roi de transformer le système fiscal. Bon, on sait comment ça a évolué, comment ça a dégénéré, comment les choses se sont passées. Mais l'impôt est une violence faite à la personne et qui doit être, dans cette mesure, puisque c'est une violence, consentie librement par des taux, des discussions et autres. Nous en sommes bien loin aujourd'hui. Aujourd'hui, l'État, qui se comporte comme un satrape oriental, qui considère que les biens des gens lui appartiennent, taxe les gens. Ce sont les grands acquis d'ailleurs de la Révolution, de la période rousseauiste, où finalement les corps intermédiaires, la personne n'existe plus et où l'État est tout. Voilà. C'est d'ailleurs même, c'est conforté par la philosophie de Hegel, qui assomptionne en quelque sorte l'État au-dessus de tout. Ce qui a fait d'ailleurs que dans la Prusse, la position de l'État a été confortée au point que l'on sait. Et il y a comme une négation donc, du droit de propriété. La personne n'est plus maître chez elle. Non, la personne n'est plus maître chez elle, effectivement. Quand elle est chez elle. Quand elle est chez elle, la personne n'est plus maître chez elle. L'État a un droit de regard. Et d'ailleurs, symptomatique, en France, vous êtes propriétaire de la surface du sol, mais pas du sous-sol. C'est l'État qui en est le maître. Alors qu'aux États-Unis, vous êtes propriétaire du sol et du sous-sol. C'est pour ça qu'en France, on dirait défendre le droit de propriété, c'est un aspect libéral.
Mais vous direz pas forcément. Non, non. Défendre le droit de propriété, ce n'est... Parce que c'est des communistes qui diraient ça. Oui, mais il faut bien voir une chose, c'est que, même, alors ça c'est dans la philosophie médiévale, lorsque vous êtes propriétaire, vous avez des droits, certes, mais vous avez des devoirs. Vous avez le devoir d'entretenir votre patrimoine. Ça aussi, c'est oublié, oui, voilà. Les devoirs. Voilà. Et les devoirs. Il y a des mérites, en effet, à entretenir. Faire fructifier ça. Et si vous faites fructifier votre patrimoine, vous, en même temps, vous contribuez à l'enrichissement général de la société, à l'enrichissement général de la communauté à laquelle vous appartenez, et in fine à la nation. Il faut juste que c'est bien soit articulé. Voilà, il suffit que ce soit bien articulé. Alors aujourd'hui, évidemment, l'État utilise la fiscalité non seulement pour financer son tonneau des Danaïdes, mais aussi pour essayer de jouer à la redistribution, à la justice fiscale. Qui ne contribue même pas à une certaine prospérité. Et qui ne contribue, non. Ça ne contribue absolument pas à la prospérité du pays. Tout simplement parce que lorsque vous écrasez les gens d'impôts, eh bien, ils ne produisent plus, ils ne font plus rien. Donc, le pays, finalement, s'anémie et s'écroule. Vous avez un exemple, c'est celui de l'Empire romain à la fin de l'Empire romain, dans le bas Empire romain, où l'économie allait de travers, allait mal, il y avait les invasions, il y avait de ces problèmes, il a fallu rétablir l'État. Qu'ont fait les empereurs comme Dioclétien et même Constantin? En gros, ils ont instauré une sorte de société totalitaire où vous ne pouviez pas changer de métier, où les enfants devaient être assignés à résidence, et vous avez progressivement étouffé toute l'économie. Vous aviez des taxes qui tombaient toujours sur les mêmes, parce qu'il se passe une chose, c'est que si vous taxez les classes moyennes, si vous taxez toujours les mêmes personnes, non seulement ce nombre de personnes va diminuer puisqu'il va s'appauvrir, mais en même temps, ceux qui peuvent échapper, eh bien, ils vont s'en aller, ils vont aller ailleurs. Donc, ceux qui restent, on va les taxer encore plus, jusqu'au moment où il ne reste plus rien et vous avez complètement étouffé une société. Je ne sais plus quel libéral américain disait que ce qu'il y a de bien avec la classe moyenne, c'est que vous pouvez les surtaxer de plus en plus, et eux, pour avoir à peu près le même rendement à l'échelle d'un mois, au lieu de travailler 30 heures, ils travailleront 60. Et voilà. Oui, mais c'est comme tout, il arrive un moment... Mais bon, on saigne... Mais il arrive un moment où il y a un point de rupture. C'est ça. À trop abuser. Et à trop abuser, évidemment. Et alors, cet impôt sur les successions, c'est quelque chose c'est du vol, c'est de l'escroquerie. Et je ne peux pas mieux faire que de citer Maurice Allais. Maurice Allais qui avait écrit en 1990 chez Clément Juglar un livre intitulé « Pour une réforme de la fiscalité ». Et Maurice Allais disait « Adulte, l'épargnant paie l'impôt sur le revenu. Au-delà d'un certain montant, plus il épargne, plus il est pénalisé par l'imposition progressive sur sa fortune. Devenu âgé, il doit payer à nouveau un impôt sur le revenu de son épargne, impôt dont s'est affranchi l'imprévoyant, donc celui qui a tout dilapidé. Lorsqu'il disparaît, l'épargne qu'il laisse à ses enfants est à nouveau frappée par l'impôt. Et on pourrait dire aujourd'hui que lorsque vous faites des travaux dans votre demeure pour l'améliorer ou tout simplement pour l'entretenir, vous êtes déjà taxé à 19,5 ou plus par la TVA sur les matériaux et sur la main-d'œuvre si vous ne faites pas les travaux par vous-même. Oui, c'est ça. C'est que limite, il faut faire les travaux par soi-même si on veut le sauver. Voilà. D'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est qu'il dans les services fiscaux, il y a des fonctionnaires des impôts qui se posent la question chercher à savoir comment on pourrait taxer les gens qui font les travaux par eux-mêmes. Oui, et tout ça n'aide pas à créer une société faite de libre entreprise, si l'on veut. Et notamment, vous avez évoqué tout à l'heure le monde agricole. Et c'est vrai que ça donne pas trop envie, malgré que ça soit assez noble comme boulot. C'est d'ailleurs même plus qu'un boulot, la paysannerie. C'est tout un état d'esprit, c'est une manière de vivre. Et là, quand on voit, à moins d'hériter à la limite d'un tracteur de 1900, je ne sais combien, aujourd'hui, pour se lancer et prendre un tracteur moderne qui est un vaisseau spatial, ça coûte le prix d'une maison. Ça coûte 200 000, 300 000. 200 000 euros, oui. Bon, comment faire, quoi Donc, il faut être de la bourgeoisie pour débuter. Et si les paysans ne prennent pas
la peine de s'organiser sous forme de société agricole, enfin, EARL, ou je sais plus trop. Enfin, Ils font un ensemble. Voilà, bon, eh bien, si c'est une société en nom propre, le fils aura le plus grand mal à hériter de la totalité de la propriété de son père à cause de la fiscalité. Et de même, vous avez des entreprises artisanales, des PME ou autres, eh bien, combien d'entreprises ont coulé, ont été obligées de fermer la porte, tout simplement à cause des droits de mutation, des droits de succession. Des droits de succession. Donc c'est un impôt totalement contre-productif et qui ne rapporte rien à l'État. C'est un impôt qui est fondé sur la jalousie et en France, malheureusement, comme disait Tocqueville, le français préfère l'égalité à la liberté. Contrairement aux Britanniques. Contrairement aux Britanniques. Voilà. Alors effectivement, nous on aime bien qu'une loi s'applique la même pour tous. La même pour tous. Mais à ce moment-là, alors si la loi doit s'appliquer la même pour tous, pourquoi a-t-on établi des droits de succession progressifs? Pourquoi avez-vous des taux variables? Pourquoi avez-vous des taux variables? Plus vous héritez, plus vous payez. Puis après, vous dites aussi, même sur l'égalité des chances, dont on n'arrête pas d'entendre parler, qu'elle n'existe pas vraiment dans la réalité. On nous parle, oui, effectivement, il faut rétablir l'égalité des chances, donc niveler les patrimoines à chaque génération. Mais l'égalité des chances, elle n'existe pas. Oui, là, c'est le nivellement par le bas, quoi. Admettons même que l'on procède de nivellement par le bas, donc la société n'en profite pas, elle s'écroule. Mais en plus... En plus, ça n'enlèvera pas les classes sociales, quoi. Ça n'enlèvera pas les classes sociales. Si vous avez des enfants qui naissent dans des milieux instruits, cultivés, bien formés, eh bien, ils bénéficieront inévitablement de la culture de leurs parents. Si les pauvres malheureux ils naissent dans une famille d'incultes, ils partent de zéro. Ils partiront de zéro. Et c'est effectivement, s'ils réussissent, ils auront encore plus de mérite que celui qui part de quelqu'un. Mais l'égalité n'existe pas. L'égalité, il y a moins de chances qu'ils réussissent. Il y a moins de chances qu'ils réussissent. Et de toute façon, nécessairement, à travers les ans, à travers les générations, là, vous avez des classes, des personnes issues de classes privilégiées, eh bien, qui vont continuer à monter, et puis vous en avez d'autres au même moment qui vont tomber, qui vont retomber dans le fond du classement social. Et ceux d'en bas qui vont... C'est un mouvement permanent, une société. C'est un mouvement permanent. Alors, on nous dit qu'il est nécessaire, bon, on vient de dire, la théorie de la redistribution. Il faut que les riches payent pour les pauvres. Mais quand vous regardez, si vous allez redistribuer des patrimoines, vous allez redonner aux pauvres, vous allez leur redonner combien? 5 euros, 10 euros sur l'ensemble de la population française. Et encore, je vois peut-être trop loin. C'est peut-être 50 centimes. Donc la redistribution, c'est rien du tout. Ce n'est absolument rien. Alors ensuite, on vous dit le droit partagé de l'État à l'héritage. Alors bon, ce serait l'État qui hériterait, car les collectivités publiques assumeraient de plus en plus de tâches pour les personnes, alors qu'auparavant c'était assumé par les familles et autres. Mais on peut dire que à partir du moment où l'État veut s'occuper de tout, nous entrons dans une socialisation rampante. Et nous savons ce que c'est que la socialisation rampante. C'est finalement la dépossession des gens de leurs propres responsabilités. Autrement dit, si vous déresponsabilisez les gens, progressivement, vous leur enlevez le goût du risque. Vous supprimez, disons, tout ce qui fait, je ne dirais pas le sel de la vie, mais ce qui fait la réalité de la vie, c'est que la vie n'existe pas sans risque. Vivre hors de tout risque et de tout danger, ça n'existait pas, sauf peut-être à vivre enfermé dans un cocon. Voilà. Donc, autrement dit, cette thèse du droit partagé à l'héritage dans lequel l'État aura un droit de regard, c'est tout simplement détruire la santé d'une société, détruire la vitalité d'un peuple. Donc c'est contre-productif à long terme. Ensuite, on vous dit la théorie de la capacité contributive. Alors, celui qui hérite d'une fortune, finalement n'a rien fait pour l'acquérir, il n'a aucun mérite, donc il doit payer. Bien, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure.
il faut l'entretenir, le patrimoine. On choisit pas la famille dans laquelle on est, en plus, non. je veux dire, enfin, Voilà, c'est débile s'en prendre à quelqu'un pour mais ça en vient à terme à toujours pareil, à vouloir déraciner les gens, à les couper de leurs racines, à essayer en gros d'enlever toute lignée nobiliaire, même aux roturiers en quelque sorte. Parce que je connais des paysans qui savent que le bien, tel champ appartenait à leur grand-père, leur arrière-grand-père, ça vient de telle et telle époque. Il y a des filières nobles, même chez des roturiers, chez des paysans. C'est pas uniquement la transmission de châteaux. Or, il y avait des paysans aisés aussi. Il y avait des paysans aisés. Mais entretenir, combien d'exemples peut-on donner de familles de paysans aisés qui, 2 générations après, étaient complètement ruinés? On en a. Comme vous en avez d'autres qui ont réussi à maintenir. Mais la capacité contributive, en disant que vous héritez et que vous êtes un bénéficiaire, c'est aussi une charge qui peut être très lourde. C'est vrai. D'où la notion de responsabilité qu'on a écartée complètement. Et après, vous dites que l'impôt sur le revenu, par exemple, est une invention marxiste. Oui, l'impôt sur le revenu, on en trouve la trace dans le manifeste de Karl Marx. Manifeste communiste. Le manifeste communiste, qui dit que finalement, ce sont les collectivités publiques, c'est l'État qui sait mieux utiliser l'argent, les richesses créées par la société que les particuliers. Bon, ça c'est la vision marxiste, la vision collectiviste, à ceci près que Marx n'aurait pas été très content qu'on l'applique à lui-même. Mais ça, c'est autre chose. Et c'est un peu comme Jacques Attali et l'euthanasie. Oui, à peu près, oui. À 70 ans, il faut le pratiquer, sauf faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Selon l'adage. Mais ça, c'est bien connu comme façon de faire. Et cet impôt progressif sur le revenu, finalement, à terme, ça finit par décourager les gens de travailler ou de faire quelque chose. Et aujourd'hui, on nous parle de l'évasion fiscale. On nous dit même l'évasion fiscale est un crime. Alors effectivement, dans la classification des peines, c'est une classification normative du droit. Vous avez les délits, vous avez les infractions, les délits, les crimes et autres. Essayer d'échapper à la spoliation, pour moi, c'est pas un crime. C'est ça, ouais. C'est tout simplement éviter d'être volé. De perdre tout quand on a quelque chose à perdre. Et aussi, même des millionnaires français qui sont bien au courant de la situation savent que l'avenir en France n'est pas radieux si rien ne change. Donc forcément, si on voit l'effondrement de la démographie, de l'économie, ça donne, en plus des impôts, ça donne envie de survivre ailleurs. Voilà. De survivre tout court. Et là encore, les seuls qui sont captifs, les seuls qui ne peuvent pas délocaliser, c'est toujours pareil. Ce sont les classes moyennes ou les classes ouvrières qui ont un petit bien, qu'ils ont eu du mal à acquérir et que l'on taxe et que l'on surtaxe parce que l'État, qui est complètement dépossédé de sa souveraineté avec la globalisation et le mondialisme, cherche de l'argent alors qu'il n'en a pas et que l'État est sorti en quelque sorte de ses attributions régaliennes puisqu'il veut tout régir, il veut tout faire. Et le pire, c'est que les plus riches, ceux alors effectivement qui ont des fortunes énormes, immenses, dont ils ne savent même pas eux-mêmes les limites parfois, ceux-là, ils trouvent les moyens de pouvoir échapper au fisc. Les paradis fiscaux n'existent pas pour rien. Ce sont des gens qui savent délocaliser leur fortune, savoir se défiscaliser de telle manière qu'ils échappent aux taxations. Vous avez même les grandes sociétés transnationales qui arrivent à un taux d'imposition en moyenne de 5 à 7%, alors que les PME en France, ça monte à 25-30%. Cherchez l'erreur. Donc, toujours pareil, l'État aujourd'hui, qui est un État en faillite, qui est un État qui a perdu sa souveraineté, qui est devenu simplement, à la limite, une courroie de transmission de la finance mondialiste et de la finance apatride, est en train de spolier, de déposséder les Français, de déposséder les citoyens, que ce soit en France ou ailleurs, mais principalement en France, pour notre cas, tout simplement pour essayer de survivre lui-même. C'est véritablement la négation même de l'État qui doit être l'émanation de la nation, et qui est la nation, normalement l'État, c'est la nation en marche dans l'accomplissement de son destin.
Et là, nous ne sommes pas la nation en marche dans l'accomplissement de son destin, nous sommes dans la nation en marche avec leur État démocratique, leur État républicain, leur État maçonnique, dans la nation en marche vers sa destruction. Et alors, le cas africain, pour faire un parallèle, vous dites que les fonctions claniques aussi empêchent toute accumulation de biens, quoi. Et justement, on se pose aussi la question, bien souvent, pourquoi en Afrique, l'économie ne démarre pas, pourquoi on n'arrive pas à créer des industries et autres. Alors on vous dit, oui, il y en a qui vont vous dire facilement, les Africains ne savent rien faire. C'est totalement faux. Ce sont des gens très très ingénieux, des gens très industrieux qui savent faire plein de choses. Je peux vous assurer qu'ils savent travailler. Ils ont un côté débrouillard. Ils ont un côté débrouillard, avec 3 pieds, ils vont vous en faire 4. C'est comme MacGyver, 3 clous et un avion. Enfin, voilà. Oui, mais l'argument est tout à fait ailleurs. L'argument, il vient de... Après, il y a l'argument des gauchistes qui disent si l'Afrique s'en sort pas, c'est à faute des Blancs qui... c'est la spoliation. Alors effectivement, on va vous citer des cas réels, mais ça, c'est encore autre chose. J'en dirai un mot après, mais je reviens à ce que vous disiez sur l'effet clanique. L'effet clanique. Lorsque quelqu'un fait fortune, accumule de l'argent, il va être obligé de répartir tout ce qu'il a gagné au sein de la fratrie, au sein du clan. Si vous le répartissez, vous n'avez plus la masse nécessaire pour accumuler et pour créer une activité industrielle et économique. Et c'est pour ça que... Ça éclate divisé par 20 ou 30. Si c'est divisé par 20 ou 30, au lieu d'être concentré et puis de permettre de lancer une activité, eh bien effectivement, vous n'arrivez jamais à lancer une industrie ou une activité économique, une entreprise ou autre. Vous ne pouvez pas dans ce cas-là. Et le fond vient de là. Alors effectivement, quand on regarde, il y a tout leur retard par rapport à nous, d'accumulation de savoir-faire et autres, mais les gens finissent par l'acquérir d'une manière ou d'une autre. Le fond de l'affaire, il n'est pas là. Le fond de l'affaire est dans la structure clanique de la société africaine, qui devrait nous interpeller, nous autres, tout simplement que si on dépossède tous les Français, tous les Européens de leurs richesses et de leurs biens patrimoniaux, bien, notre économie va s'écrouler. D'ailleurs, c'est en grande partie le cas. Vous avez beaucoup de gens qui ne veulent pas investir, qui ne veulent pas se lancer dans une activité parce que, notamment en France, dès la première année, vous allez avoir un temps de paperasse, un temps de papier à remplir. Vous allez passer du temps, vous allez perdre votre temps avec ça. Vous allez avoir les premières taxes qui vont arriver. Les URSSAF vont vous demander de l'argent, vous n'ayez pu en gagner. Vous allez après avoir un temps de taxation Et si vous allez gagner un peu d'argent, on va vous le prendre. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Vous partez à l'étranger, et c'est pour ça que beaucoup de jeunes méritants, qui ont des idées et autres, eh bien, ils partent à l'étranger. Alors qu'ils auraient pu faire fructifier la chose, le développement sur place, si les moyens étaient permis. Alors, il faut comparer l'économie à une montgolfière. Si elle est lestée, elle reste au sol. Si vous l'allégez, elle s'envole et elle va plus loin. Bon, eh bien, l'économie, elle est là. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut laisser les financiers, les plus riches faire ce qu'ils veulent. C'est pas du tout le cas. Ça n'a rien à voir. Mais ce qu'il faut, c'est laisser les gens se lancer dans l'entreprise et pouvoir avoir un retour normal de leurs efforts. Et même à ce moment-là, les moins riches, eh bien, finiront par en avoir un retour. Alors évidemment, après, effectivement, le rôle de l'État, c'est d'empêcher que la création de monnaie soit laissée dans les mains des privés. Que l'établissement des normes industrielles et économiques soit laissé aux mains des privés, comme c'est le cas avec Bruxelles. Il faut bien distinguer les choses. L'État doit être au service du bien commun de la nation. Or, aujourd'hui, l'État est le factotum d'intérêts privés, d'intérêts particuliers transnationaux qui imposent leurs lois, qui imposent leurs normes pour mieux déposséder les gens et s'enrichir eux-mêmes et asseoir leur pouvoir planétaire. Et vous disiez alors sur l'Afrique un peu asphyxiée par les multinationales ou s'il y a du alors, vrai. Justement, mais l'Afrique, effectivement. Alors, vous avez des régions comme par exemple dans l'est par exemple du Zaïre, vous avez le Kivu, où vous avez des mines de cobalt et autres, où ce sont des enfants en très bas âge qui vont travailler dans des conditions sordides, dangereuses, des situations où d'ailleurs ils risquent leur vie et ils la laissent même parfois, tout simplement pour arriver à sortir des matières premières, pour fabriquer des téléphones portables, pour fabriquer même des éoliennes. Et c'est là que lorsqu'on nous parle des éoliennes, du développement durable et autres qui va empêcher la destruction de la planète, on se rend compte que les dégâts sont même beaucoup plus importants que si vous mainteniez des mines de charbon ou l'exploitation par le pétrole, ou même encore plus l'industrie nucléaire. Puisque la seule industrie, puisqu'on nous parle toujours d'empreinte carbone, la seule industrie qui ne crée quasiment pas d'empreinte carbone, c'est l'industrie nucléaire.
à condition qu'on croit encore au réchauffement climatique. Aussi. Ce qui n'est pas mon cas. Et oui, j'allais dire, là en début d'année, ça risque pas de tarir le mouvement Gilets jaunes, c'est que on va être prélevé sur les impôts de l'année, quoi. Ah. Le mouvement Gilets jaunes, le gros problème en France, c'est, vous voyez, alors dans les années 40, les années 50, les mouvements de grève, les mouvements de protestation avaient derrière eux une structure politique. Le Parti communiste. Et le Parti communiste était une structure qui permettait d'animer et de tout mettre en branle. Donc de créer un contre-pouvoir pour l'État. D'accord, pas d'accord, mais c'est un fait objectif. Aujourd'hui, le Parti communiste a disparu et il n'y a plus rien. Donc le mouvement des Gilets jaunes, bon aussi il y a des mouvements gauchistes, oui, il n'y a rien pour chapeauter. Mais il n'y a rien pour chapeauter pour, disons, un mouvement, une structure politique d'esprit révolutionnaire qui a un projet et qui arrive à, disons, souder, fédéraliser l'ensemble des gens sur un projet commun pour, à la limite, paralyser le pays et provoquer une crise de telle manière que lui-même arrive à s'emparer du pouvoir pour, évidemment, rétablir la France. Parce que c'est vrai que si c'est juste faire de l'antimacronisme pour faire de l'antimacronisme, on ne propose pas de solution, quoi. Mais non, ça ne mène à rien. Ça ne mène à rien. Ça ne mène à rien. Aujourd'hui, bon, vous avez le mouvement des Gilets jaunes, qui est un mouvement, une sorte de jacquerie, de mouvement protestataire. Bon. Vous avez les grèves pour la retraite, alors effectivement... Aussi, oui. Bon, vous avez les transports, alors, qui se mettent en grève. Alors effectivement, ça gêne tout le monde, ça nous gêne tous. On est tous dérangés, on est tous franchement dérangés. En Ile-de-France, oui. En Ile-de-France notamment. Mais seulement, il faut bien se rendre compte que, contrairement à ce qui se passait dans le temps, où vous aviez des entreprises nationales de masse extrêmement importante qui pouvaient bloquer le pays et créer un rapport de force par rapport à l'État, de telle manière que l'État les entende, eh bien aujourd'hui, nous n'avons plus ça. Sauf, reste par exemple EDF, et encore de moins en moins, reste la SNCF, c'est peut-être pour ça aussi qu'on la privatise, on essaie de privatiser pour atomiser les gens, mais l'État finalement a un rapport de force qui évalue en sa faveur, il n'a plus en face de lui une masse de salariés, une masse de Français capables de créer un rapport de force qui va lui faire mettre un genou à terre. Le gros problème aujourd'hui, il est là. Et pour lui faire mettre un genou à terre, encore, faut-il avoir un projet structuré, un projet organisé derrière. Il n'y a personne aujourd'hui. Si, les nationalistes ont un projet très structuré, très formé. Mais seulement, aujourd'hui, les gens formatés par la propagande régimiste disent nationaliste égale fasciste égale nazi, on n'en veut pas. Égal Auschwitz. Exactement, oui. On a presque l'impression que demain, si nous autres on arrivait au pouvoir, le camp de Drancy allait ressortir, je ne sais pas. Ça ne serait plus un lieu de visite culturelle où il serait rouvert. Mais oui, mais non, mais voilà, alors que c'est absolument... Mais ça n'arrive... C'est hors sujet. C'est hors sujet. Nous, notre travail, c'est la France d'aujourd'hui et surtout la France de demain. Mais voilà, mais ce qu'il faut, à partir du moment où un tel mouvement arrivera à conquérir les âmes, à créer une masse de manœuvres suffisante, à ce moment-là, les choses changeront. Alors les choses finiront par changer parce que la situation va devenir tellement grave qu'à un moment ou un autre, il se produira une situation de chaos, mais tel n'est pas le cas. Mais pour en venir à une chose, déjà, il faut que les Français soient maîtres de leur fiscalité. Et pour cette raison, il faut déjà que l'État soit au service du peuple et qu'il rentre dans ses fonctions qui lui reviennent à lui, qu'il ne s'occupe pas de dépenser pour nous l'argent à notre place, car si j'ai 3 sous, je suis quand même mieux placé que l'État pour savoir ce que je dois en faire. Par exemple, je vais prendre un exemple tout simple. Vous avez des politiques culturelles dans les villes, dans les communes. On va me prendre mon argent pour créer une maison de la culture. La maison de la culture, ça va être tout simplement les 3/4 du temps pour me présenter des spectacles de dégénérés, des spectacles de bruit, de tout ce que l'on veut. Musical. De musique, et c'est même pas de la musique, c'est du bruit. C'est des choses innommables. Alors que si on me laissait mon argent, eh bien moi je pourrais peut-être m'offrir un concert symphonique, m'offrir l'opéra, oui, un peu ce qu'on veut, oui. Ou tout simplement m'offrir un ou 2 jours de voyage. Voilà. Donc effectivement, ce qu'il faut, c'est ramener l'État
à ce qu'il doit faire. Et croyez-moi, si l'on fait ça, ça sera un État véritablement efficace, qui défendra le pays, qui défendra notre souveraineté, et avec un peuple responsable qui retrouvera véritablement sa force. C'est vrai qu'il faut les deux. Il faut aussi que derrière, l'État lâche du lest d'un côté et de l'autre, la population prenne les choses en main. Et bien voilà, il faut que les gens se prennent en main. De toute façon, les systèmes socialistes, les systèmes communistes, ça n'a jamais marché bien longtemps. Ça n'a jamais marché bien longtemps. Et l'État est là pour suppléer. On crée plein de structures. Voilà. Enfin, chez eux, c'est ça. Oui. On multiplie les structures à l'infini. On se dit c'est magnifique. Mais aujourd'hui, c'est bien ce que l'on a aujourd'hui. Et d'ailleurs, l'État, leur République, comme elle a laissé la France se désindustrialiser, et ça vient de la mentalité de la haute technocratie, pour qui une usine, c'est sale, en propre usine. Donc on supprime les usines. Je rappelle toujours que Laurent Fabius avait dit, on vit dans une société post-industrielle, on n'a plus besoin d'industrie. Ouais, il nage. Et voilà, mais les services sont au service de l'industrie. Et l'industrie n'existe que parce qu'il y a eu une agriculture performante, enfin et efficace et qui ça vient soutenir. Mais, évidemment. Bon, eh bien, l'État doit s'occuper de ce qu'il regarde, de faire ce que les corps intermédiaires ne sont pas capables de faire et suppléer à leurs propres carences. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. L'État, il se mêle de tout. Et bientôt, s'il pouvait, il mettrait des caméras dans la maison pour surveiller tout ce qu'on fait. Remarquez, vous me direz, les gens sont consentants, puisqu'ils étalent leur vie sur Facebook, Twitter et je ne sais quel autre. Oui, il n'y a même plus besoin de les fliquer, ils se fliquent tout seuls. Oui, ils se fliquent tout seuls. Ça me fait penser à ces communards qui, au moment de la commune de Paris en 70, montaient sur les barricades et se laissaient complaisamment photographier. Quelques temps après, les mêmes, ils se sont trouvés devant un peloton d'exécution. Faut jamais l'oublier, ça. Ah oui, ça ce sont des débilités, oui. Voilà. Qui coûtent cher. Bon. Écoute la peau. C'est ça. Je ne sais pas si vous voulez ajouter un dernier élément avant de présenter la revue, puisque je pense qu'on a fait à peu près le tour du... Surtout pour le cas français, mais en même temps, je sais que la Belgique est pas mal aussi, il doit être juste devant nous au niveau des taxes. La Belgique, oui, la Belgique, effectivement. Alors que l'Italie et l'Espagne largement derrière. D'ailleurs, le système social en Espagne est aussi encore plus foireux que les Italiens. Ils font fort là-dedans. Mais oui, nous, on est assez matraqués. On est assez matraqués, oui. Et il y a tout un historique, je crois que vous citiez Raymond Poincaré aussi. Raymond Poincaré, oui. C'est lui qui a été le premier, ce qu'on oublie, à créer l'impôt sur les successions, excusez-moi. Ah, c'est celui-ci. Oui, c'est l'impôt sur les successions. Alors, à l'origine, il était de 5%. Taxe uniforme. Puis après, vous savez, quand vous créez un impôt, il augmente toujours. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'après, on l'a monté à 5%, 10%, et après, on a créé des barèmes progressifs. Et puis, sous Mitterrand, les impôts et les droits de succession ont fait un bond énorme, de 30 à 40%. C'est énorme. Voilà. Alors oui, ce que je voulais dire, aussi, c'est que l'État a créé, après la désindustrialisation qui s'est faite dans les années 80-90, eh bien, il fallait bien embaucher les gens. Qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, on a créé des postes dans la fonction publique. Et des postes de la fonction publique n'enrichissent pas le pays, puisqu'ils sont financés par les taxes. Oui, c'est sûr, ça n'enrichit pas le pays. Après, ça avait peut-être donné un système social qui tenait à peu près, où on était peut-être un peu mieux servi. Enfin, aujourd'hui, c'est en état de déliquescence, mais... Servi de quoi ? On n'avait pas besoin. Servi de quoi ? Moi, ce que je vois, c'est que quand je me promène dans les rues de nombreuses villes, vous avez les trottoirs défoncés, vous avez les rues abîmées. Moi, si je paye des impôts, c'est pour qu'on entretienne les rues, qu'on entretienne l'éclairage. Alors évidemment, c'est pas le cas partout. Dans certaines villes, c'est bien autre, mais enfin, il y a plein de choses qui ne sont pas à faire. Les maisons de la culture pour les spectacles subversifs je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Il y a beaucoup de gens complices pour aller les voir. Voilà. Puis après, il faut aussi dépenser pour faire des immeubles et remplir ces immeubles d'immigrés, etc. Donc ils ont d'autres priorités. Ils ont d'autres priorités. Plutôt que de s'occuper de système routier. Ah mais là c'est autre chose. Là si on entre dans le politique, mais sujet, on retombe dans nos autres sujets de gare routière. Oui, des élites, des pseudo-élites contre le peuple, etc. C'est autre chose.
D'ailleurs, élite, avant on avait la notion d'aristocratie, c'est-à-dire les meilleurs, c'est Mm. parce qu'ils avaient les compétences qu'on leur donnait Mm. le droit d'administrer le Mm. territoire. Et l'élite, moi j'ai l'impression que la différence avec l'aristocratie, c'est juste des gens qui ont obtenu un badge en passant par telle ou telle école. Et Oui. puis, voilà, quoi. Ce sont des gens qui ont réussi des concours Mm, formels, c'est ça. qui ont une mécanique intellectuelle qui fonctionne pour apprendre, pour appliquer des recettes, pour autres, C'est ça. mais Et rien mais au-delà. en dehors de cela, on ne leur a pas appris à développer une culture générale, on ne leur a pas appris Oui. à réfléchir au fond sur les choses, à avoir ce que l'on pourrait dire une métaculture. Et à partir de ce moment-là, vous avez des gens qui sont des outils serviles du système. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui avait fait un livre là-dessus, c'est un Libanais, c'est Georges Corm, il y a quelques années, dans lequel il expliquait très bien comment le système, notamment à travers les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs commerciaux et autres, formait les soldats du mondialisme. Ouais. Et tout est bien rodé à ce niveau-là. Ouais. Pour en faire des apparatchiks. Voilà. Oui, oui, oui. On va terminer là-dessus et puis je vous laisse dire dans quel numéro il y avait un article à propos Des droits de à propos succession. de ces... Alors, c'est le numéro de juillet-août 2019, le numéro 717. Le numéro 717. Qui avait comme éditorial d'ailleurs « Rejetons la dictature mortifère de l'écologisme ». Ensuite, les monnaies électroniques ne sont pas anodines, effectivement, parce que c'est à propos de Facebook qui veut créer sa propre monnaie, le Libra. Donc la nocivité de l'impôt sur les successions. La Russie qui, elle, réduit fortement ses opérations en dollars et qui s'efforce de sortir du système. Ensuite, Macron se prépare à brader les îles éparses, donc c'est à brader ce qu'on appelle la plus grande France, disons les confettis de l'Empire français, ce sont nos îles qu'on a notamment dans l'océan Indien. Ensuite, le scandale Alstom General Electric, dans lequel, si on était aux États-Unis, Macron ferait l'objet d'une procédure en destitution comme Trump. Mais il mérite, à mon avis, beaucoup plus que Trump. Voilà. Très bien. Alors, je dis simplement, pour ceux qui sont intéressés par militants, alors ils peuvent prendre des renseignements sur notre site, nous écrire www.revue-militant.fr, nous écrire à Militant, boîte postale 154, 75 463, Paris, CEDEX 10, Militant, boîte postale 154, 75 463, Paris, CEDEX 10, s'abonner à l'essai pour 25 €, l'abonnement normal 59 €, et plus pour ceux qui veulent nous faire des dons. Nous en avons tous besoin car nous ne vivons pas de la publicité ni des aides de l'État. Aucune subvention à militant. Voilà. Et ceux qui veulent recevoir un exemplaire pour prendre connaissance du journal, nous leur enverrons volontiers. Il leur suffit de nous envoyer leurs coordonnées et ils recevront un exemplaire de militant. Donc, très bien, merci après ces exhortations. Lire la revue et ses propos édifiants. Donc nous mettons un terme à ces entretiens, puis on reprendra très certainement pour le mois de janvier, en tout cas en début d'année prochaine. Voilà. Merci Florian. Merci à vous, monsieur Gandier. Bonne fin d'année. Ah bah c'est bon. Allez. Alors, qui va gagner le tiercé?